Au départ, on parlait de fiducie foncière agricole. On parlait même de FFA. Okay. Mais quand on a décidé que la fiducie d'utilité sociale devait être intégrée et la distinguer des fiducies privées ou familiales qui peuvent être aussi des fiducies agricoles, on a dit on va avoir la fiducie d'utilité sociale agricole. Mais assez rapidement, on s'est aperçu que le concept d'agriculture, dans un esprit de pérennité et de bénéfice à la communauté et à l'environnement, devait aller plus loin. Et c'est là que le principe d'agroécologie s'est ajouté à la FUSA. On regroupe trois éléments. L'élément environnemental, donc une agriculture qui est respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité. L'élément sociétal, donc une agriculture qui se soucie aussi de la culture locale et des gens qu'elle nourrit. Et l'élément économique au point de vue être équitable, soutenable et équitable et pour le producteur et pour les consommateurs. Et c'est là que le concept d'agroécologie est vraiment intéressant quand on l'adopte avec la fiducie d'utilité sociale, d'où le nom FUSA. Bonjour et bienvenue dans Terroir fertile, le balado qui donne la parole à celles et ceux qui réfléchissent et pratiquent notre territoire alimentaire autrement. Je suis Christelle Fournier et dans chaque épisode, je pars à la rencontre de chercheurs et de praticiens afin qu'ensemble, nous puissions améliorer nos pratiques sur notre territoire pour réfléchir à notre alimentation de demain. Vous pouvez nous suivre sur Spotify ou YouTube ou encore partager pour faire découvrir nos invités. Vous pouvez également nous soutenir via Patreon pour pouvoir en faire encore plus de reportages et de tournages. D'ailleurs, je voulais remercier Yvan Arturo et Charlotte Gandin qui sont aujourd'hui sur le plateau et grâce à qui on peut faire ce tournage. Aujourd'hui, nous sommes avec Hubert Lavallée dans son jardin. Merci Hubert de nous accueillir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Hubert, tu es le président de Protecterre. Depuis 2004, c'est un organisme de bienfaisance qui, justement, comme son nom l'indique, s'occupe de la protection des terres agricoles. Depuis 2008, tu en es le président. C'est une OBNL qui existe depuis 35 ans, je crois. Depuis 1990, 35 ans cette année. Oui, ça fait quand même beaucoup. Tu es un peu Monsieur FUSA au Québec. On va y revenir. Quand on parle de protection des terres agricoles, souvent, je pense que dans l'imaginaire québécois, le territoire, c'est de la forêt, des milieux humides. Et puis quand on parle de territoire agricole et de production, on va penser au canton de l'Est, à l'Estrie, le centre de Québec avec des grands champs. Mais on a des enjeux de terres arables au Québec comme partout dans le monde. Je crois qu'on est à 2% de terres arables, si je ne dis pas de... 2% du territoire du Québec. C'est ça, hein? Donc c'est très peu. C'est quoi la moyenne d'habitude dans les pays où il n'y en a pas? Bien, écoute, évidemment, on est un pays nordique. Alors, toute la partie nord du Québec n'est pas très appropriée pour faire de l'agriculture. Et puis, on est aussi au Québec sur ce qu'on appelle le bouclier canadien, qui est quand même une terre de roche. Donc, les endroits qui sont fertile, c'est vraiment la vallée du Saint-Laurent et de certains autres cours d'eau, là, qu'on pense au Saguenay ou au lac Témiscamingue, par exemple. Ben, on va rentrer dans les détails, justement. Avec toi, on va parler de FUSA, d'agroécologie, éventuellement de permaculture et aussi de tout ce qui est commun, les communs alimentaires. Parce que finalement, ce que fait Protecterre, quelque part, c'est accompagner la création de certains communs au travers du Québec. Ce balado va se découper en 4 parties. D'abord, on va venir à ta rencontre. Donc, ça va être les racines. Qui est Hubert derrière tout ça? Ensuite, on va aller dans tout ce qui est le terreau. On va rentrer dans le vocabulaire. C'est quoi une FUSA? C'est quoi la protection des terres? Un peu ce qu'on vient de commencer. On va ensuite continuer avec la floraison. On en est où au Québec aujourd'hui? C'est quoi les petites pépites? Pour finir avec les récoltes. En gros, toi, tu vois la suite comment de toute cette aventure. On se connaît depuis déjà, je pense, 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises. On va passer 1 heure, 1 heure et demie ensemble. Et puis, je voulais tout simplement qu'on commence avec cette question. Hubert, est-ce que tu peux te présenter via une de tes grand-mères? Ah, une de mes grand-mères. En fait, mes 2 grand-mères
faisait partie de familles de colons au Témiscamingue. Donc, le Témiscamingue a été colonisé il y a une centaine d'années maintenant par des gens qui venaient de la région de Joliette, d'un peu partout dans le sud du Québec et même du Maine et de la Nouvelle-Angleterre, des gens qui sont revenus après avoir été travaillés dans les manufactures de vêtements, etc. Alors, mes grands-mères et grands-pères se sont vus attribuer des terres qu'ils ont dû défricher pour y faire de l'agriculture au Témiscamingue. Donc, essentiellement de l'agriculture, de l'élevage de vaches laitières. OK. Alors, moi, j'ai grandi dans un village. Je suis né dans un village à Saint-Eugène-de-Guigue au Témiscamingue, qui n'est pas tellement loin de Ville-Marie, qui est toujours un village agricole. Et j'ai passé mes 6 premières années. Donc, c'est pas là que j'ai grandi et je n'étais pas sur une terre agricole. D'ailleurs, je dois dire tout de suite en partant, je ne m'y connais pas en agriculture. Donc, je suis impliqué avec Protecteur, mais je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture. Et je ne l'ai pas suivi, évidemment, dans la trace de mes grands-parents. Mes parents, ma mère était institutrice de rang jusqu'au moment où elle s'est mariée, où on l'a interdit d'être institutrice. À l'époque, avec le clergé, on ne pouvait pas être marié et enseigner. Et mon père travaillait pour le Mouvement des Jardins. Alors, on a rapidement déménagé à la ville du coin, à Rouyn-Noranda, où j'ai grandi. Donc, je suis citadin depuis cette époque. Mais j'ai quand même gardé un lien avec le terroir où je suis né. Mes parents avaient un chalet dans le coin. On y retournait, ils connaissaient tout le monde. Donc, j'ai grandi en campagne, si on veut, au Témiscamingue, en bonne partie. Et puis, tu es arrivé quand à Montréal? Bien, je suis venu à Montréal après mes études. J'ai fait mes études à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait des études en génie mécanique, ce qui n'est pas non plus du tout près de ce que je fais chez Protecteur. Par contre, il y a un lien quand même qui est assez solide dans le sens où j'ai étudié en génie mécanique par curiosité de savoir comment fonctionnait tout ce qui bouge finalement. La mécanique, c'est tout ce qui bouge, les fluides, l'air, évidemment les machines et tout ça. Et c'est cette curiosité-là aussi, je pense que dans le temps, moi, et non seulement moi, parce que mon implication en Protecteur, c'est une implication au départ familiale. C'est moi et mon épouse qui avons décidé d'adopter un fermier de famille à travers les paniers bio. Et ce goût de bien manger, de manger sainement, de se poser des questions sur notre alimentation qui nous a mis en lien éventuellement avec Protecteur. Oui. On va y revenir, mais c'est vrai que c'est rigolo, en fait. Protecteur existait déjà de toute façon. Puis, justement, ce que je voulais savoir aussi, avec ce côté racine, c'est un peu revenir au cœur. Je me disais, qu'est-ce que le petit Hubert mangeait quand il était petit? C'est quoi ton histoire alimentaire? Comment ton assiette a changé? Parce que l'histoire du Québec a dû sacrément changer, donc je trouvais ça... Je pense qu'on a suivi la même trame que la plupart des Québécois. Quand j'étais jeune, l'offre alimentaire au Témiscamingue et même à Rouyn-Noranda était relativement de base. C'était beaucoup des produits locaux du Québec, des légumes racines, pommes de terre, carottes, choux, et en été, une plus grande offre avec les haricots qui s'ajoutaient et les laitues et tout ça. D'ailleurs, mes parents avaient toujours un jardin. Ils avaient un grand jardin quand on était dans le village et ensuite un jardin au chalet parce que, faut savoir qu'à Rouyn-Noranda, on ne pouvait pas faire pousser de jardin parce qu'il y avait la pollution de la mine Noranda qui jaunissait tout. Hein? Maintenant, on parle d'arsenic. À l'époque, c'était pire. Il y avait du soufre, il y avait plein d'autres choses qui tombaient sur la ville. Ouais. Donc, j'ai grandi avec des aliments frais que mes parents faisaient pousser, mais aussi avec ce qu'il y avait. Donc, c'était vraiment ce qu'on dit en anglais « meat and potato ». Il y avait des pommes de terre, de la viande, du dessert, et c'est comme ça. Mais dans les
dans les années 70-80, on a vu arriver des nouveaux aliments. Le zucchini qui nous est apparu sur la terre, le brocoli qui n'existait pas quand j'étais jeune, plein d'autres aliments et fruits, légumes, la même chose, qui augmentaient. Et ma mère aimait bien quand même expérimenter un peu avec ces nouveaux aliments. Alors, tranquillement, mon alimentation a changé. Mais je dirais que le passage à une alimentation beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus cosmopolite est venu avec le départ pour l'université, puis ensuite Montréal et tout ça, où là, j'ai vraiment connu d'autres goûts. Aimer partager avec les amis, avec ma famille, toutes sortes de goûts. Et évoluer dans tout ça et essayer de mieux comprendre, évidemment, d'où vient la nourriture, les effets qu'ils ont sur nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, et tout ça, ça vient avec cette curiosité. Mm-hmm. Et justement, on en arrive à... Tu as commencé à intégrer les fermiers de famille, les paniers. De là, vous êtes arrivé avec votre femme jusqu'à Protectaire. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Écoute, c'est un heureux hasard. Quand on a décidé, suite à un repas charmant avec des amis qui avaient un panier bio sur la Rive-Sud, de dire on devrait se prendre un panier bio. La ferme qui offrait le panier le plus près de chez nous était la ferme Cadet-Roussel, qui était la première ferme à s'allier à Protectaire pour créer la première FUSA, finalement. En fait, Protectaire avait fait un essai avec une autre ferme en Estrie qui n'avait pas fonctionné, mais en 1997, ils se sont alliés à Jean Roussel et les citoyens et du côté de la ferme Cadet-Roussel et du côté de Protectaire qui voulaient former un nouveau modèle. Alors nous, quelques années plus tard, c'était en 2003, si je me souviens bien, on a pris le panier avec la ferme Cadet-Roussel. On a appris qu'il y avait cette initiative. On a appris qu'on pouvait contribuer en achetant une part sociale verte. La part sociale verte, ça représentait le montant d'argent qu'il fallait pour s'approprier collectivement la surface de terre qui nous nourrissait, notre famille. Ah, très intéressant. OK, d'accord. C'est ça l'idée. C'était, oui, symboliquement, alors, en faisant finalement qui était un don, hein, c'était pas une part sociale comme dans une coopérative, c'était un don qui nous permettait de garantir qu'il y aurait un lieu qui ferait pousser des aliments locaux et sains, biodynamiques à la ferme Cadet-Roussel pour nourrir notre famille, nous, nos enfants, leurs enfants et leurs petits-enfants. Ah, il y avait... Dès le début, il y avait cette idée-là de très long terme. On a trouvé ça tout à fait dans notre vision. Hein? Alors, on a dit, on adhère, on prend une part sociale verte. Et ça nous donnait de devenir membre de Protectaire. Automatiquement, oui, okay. Parce que c'était Protectaire qui faisait la levée de fonds. En devenant membre, j'ai eu le bonheur d'aller à une assemblée générale de Protectaire où ils cherchaient des administrateurs. Alors, comme il n'y avait pas beaucoup de mains levées, ils pointaient chaque personne et moi, j'ai levé ma main. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Protectaire. OK. Jusqu'à en devenir le président et pas lâcher, parce que là, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans? Ça fait une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années. À l'époque, le président Paul Thibault, qui était fondateur de Protectaire, qui était vraiment l'âme derrière, qui était un avocat syndicaliste, qui avait fouillé, consulté beaucoup pour définir le modèle. En fait, qui avait trouvé le modèle en allant sur des fermes qui étaient sur des land trusts aux États-Unis et qui voulait le reproduire ici au Québec. Est-ce que tu te sens militant ou éco-citoyen? C'est quoi le mot avec lequel tu t'identifierais, que ce soit celui-là ou un autre? Parce que être aussi impliqué bénévolement, on a quand même quelque chose de politique, si je peux me permettre. Bien, moi, je dirais citoyen engagé, parce que comme on veut faire partie de notre communauté, on veut que cette communauté-là soit plus juste, soit plus équitable,
Et quand je dis nous, parce que j'inclus toujours mon épouse avec qui on a plein de discussions sur tous ces sujets et qui d'ailleurs me reprend parfois sur des positions et tout ça. On s'implique avec Protecteur, on s'implique avec des organismes dans notre communauté, on s'implique avec notre ruelle verte ici à côté, on s'implique avec les gens au niveau de l'arrondissement politique et tout ça, parce qu'on pense qu'on a un rôle à jouer pour faire évoluer la société. Je propose qu'on rentre un petit peu dans tout ce qui est définition, justement, qu'on se pose la question, qu'est-ce que Protecteur, c'est quoi les FUSA? Donc, c'est ça, je me disais, est-ce que tu pourrais d'abord nous raconter un peu où on en est sur la question des territoires agricoles? Pourquoi cette question de protection des terres agricoles? Pour ensuite arriver sur Protecteur, je pense qu'il faut peut-être mettre la table d'abord, peut-être à l'échelle mondiale si tu sais un petit peu, puis peut-être plus dans notre localité ensuite. Je pense que oui, on peut faire un parallèle avec ce qui se passe un peu partout dans le monde où le foncier est devenu, depuis maintenant 3-4 siècles, essentiellement une question de propriété privée, alors qu'avant, il y avait des communs, alors qu'avant, on n'avait pas besoin nécessairement d'avoir un titre de propriété, c'était plutôt l'usage et la question de passage de génération en génération qui comptait. On se retrouve avec un système alimentaire qui n'est plus basé sur l'utilisation de la ressource pour nourrir les gens, mais bien une commodité sur un marché pour faire de l'argent. Et ça fausse complètement la logique des systèmes alimentaires. Ça la fausse au niveau de l'accès à la terre, qui est un grand enjeu partout dans le monde. Quand on parle d'accaparement ici, on a quand même certaines protections là-dessus, mais en Afrique, en Amérique latine, c'est incroyable et effrayant ce qui se passe à ce niveau-là. Mais aussi au niveau d'utiliser la terre et pour les paysans, pour les producteurs, de pouvoir en retirer suffisamment pour bien vivre, tout en nourrissant la communauté qui devient de plus en plus difficile. Oui. Le système en ce moment est basé sur des subventions, sur toutes sortes de manigances pour essayer de régler les questions qui arrivent avec la mondialisation des marchés. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et on doit revoir ce système-là. On doit peut-être un peu revenir à la base de systèmes locaux. Et Protecteur fait partie de ça, de démarchandiser premièrement la ressource pour donner un accès à des producteurs et qu'ils soient moins endettés. L'endettement est incroyable. Le modèle actuel, c'est que les propriétaires de fermes, ils s'endettent toute leur carrière en espérant pouvoir revendre leurs terres et leurs équipements pour payer leurs dettes et avoir un fonds de retraite. Oui. Donc, ils alimentent cette spéculation foncière, même s'ils ne le veulent pas, mais c'est ils l'alimentent et ils sont dans un risque continuel. Risque avec le climat, risque avec les finances et tout ça. C'est intenable. Il faut vraiment avoir la passion. Si vous connaissez des producteurs, s'ils n'étaient pas passionnés, ils ne seraient pas dans les champs. Alors, Protecteur est un des outils pour aider à changer ce système-là, un outil pour leur donner un peu à souffler, mais aussi un outil pour que les communautés se réapproprient cette production alimentaire localement. Donc, justement, Protecteur est né d'où? Avec qui? C'est quoi son histoire? Qui sont les personnes derrière? Parce qu'on te connaît toi, mais il y avait des gens avant? Oui, il y avait... En fait, moi, je n'ai rien inventé. Il y avait un groupe de citoyens, puis en fait, l'idée de Protecteur, le modèle de Protecteur vient d'un modèle américain, des Community Land Trust américains, qui ont en fait été créés au début du 20e siècle par la communauté noire au départ, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'accès à la terre. Alors, c'était la même problématique. Donc, ils se sont regroupés et ils ont créé les premiers Community Land Trust pour pouvoir avoir des terres pour cultiver, pour se nourrir. Ce mouvement-là a évolué durant tout le 20e siècle et Protecteur en a bénéficié. En fait, il y a une coïncidence et
le fils de Jean Roussel, le premier projet Cadet Roussel, était allé travailler sur un Farmland Trust, une fiducie foncière américaine. Et Paul Thibault, le fondateur de Protecteur, aussi. Alors, les deux sont revenus avec cette idée-là d'utiliser le modèle américain pour créer un modèle québécois. Donc, la rencontre entre la famille Roussel et Protecteur s'est faite en 1997. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, Protecteur avait eu un premier projet qui s'appelait la ferme Apollo, les jardins d'Apollo dans les cantons de l'Est, qui n'a pas abouti. Je ne sais pas les raisons pour ça. Mais l'opportunité est venue avec la ferme Cadet Roussel et ils se sont mis ensemble pour développer le modèle, lever les fonds, réunir les citoyens. La ferme Cadet Roussel était aussi dans sa phase de début de l'agriculture soutenue par la communauté, comme on appelait à l'époque les paniers bio. Et mettait vraiment en pratique cette idée-là que les citoyens devenaient non pas des partenaires passifs de la ferme, mais actifs, en amenant des suggestions. Il y avait des sondages à chaque année, il y avait des représentants des citoyens, il y avait des représentants de la ferme qui discutaient déjà à l'époque pour répondre à leurs besoins et qui étaient invités à venir visiter la ferme, à venir aider aux récoltes, à venir simplement faire des repas collectifs pour créer ce lien entre les producteurs et les consommateurs. Alors, c'est dans cette optique-là que tout le modèle s'est développé à la ferme Cadet Roussel. Et on ajoute à ça l'élément que dans les années 90, le Code civil a introduit un nouveau type de fiducie au Québec qui, à ce que je sache, est unique partout dans le monde, la fiducie d'utilité sociale. On peut en parler plus, non? Mais... Alors, la fiducie d'utilité sociale se distingue des autres fiducies. Hein? Une fiducie, c'est un outil juridique qui permet de prendre un bien, dans ce cas-ci une terre agricole, et de lui donner une vocation pour amener un bénéfice à quelqu'un. Donc, quand on parle d'une fiducie foncière agricole, on prend la terre, on la dépose et le bénéfice veut être sociétal et c'est là que la fiducie d'utilité sociale prend toute son importance parce que c'est un type de fiducie qui se doit de bénéficier à toute la communauté. Elle n'apporte pas un bénéfice à des gens privés comme les fiducies familiales ou les fiducies privées. Elle a obligatoirement un impact sociétal. Et est-ce que tu sais qui... Parce que justement, on voit bien que la majorité des fiducies, il y a quelque chose de l'ordre du privé, de l'utilité privée, là, du bénéfice privé, je veux dire. C'est qui cette personne derrière la loi qui a décidé de faire les FUS? Je pense que c'est venu tranquillement, parce qu'on le voit même dans le common law canadien et ailleurs, cette idée-là qu'une fiducie peut être créée pour bénéficier non pas un petit groupe privé, mais d'autres existent ailleurs. Mais on ne lui a pas donné un nom. On l'intègre dans les fiducies privées. Alors qu'ici, on a décidé de la catégoriser, de faire des articles dans notre Code civil qui la définissent et qui donnent un certain nombre de règles. Et c'est ça qui est unique et qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette fiducie-là peut être perpétuelle. Alors là... C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Ah, moi, je croyais que c'était tout le temps. Tu vois, comme quoi... Non, c'est un choix. Okay. Hein? La fiducie familiale a une durée limitée toujours. Elle ne peut pas être plus que 2 générations ou 99 ans. Okay. La fiducie privée et la fiducie d'utilité sociale peuvent être perpétuelles, mais peuvent être perpétuelles. Okay. On peut leur donner un terme. Ce qui est peut-être une bonne idée, hein? Si on ne sait pas trop si la terre qu'on va utiliser devrait changer de vocation, s'il y a une évolution rapide au niveau des citoyens et tout ça, peut-être qu'on ne veut pas trop figer ça à perpétuité. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on donne une mission qui est suffisamment large pour pouvoir évoluer dans le temps. Et à cette mission-là, on ajoute un récit qui vient
de la communauté et des gens qui font la FUSA qui va permettre d'interpréter dans le temps où s'en va cette FUSA-là. Alors, c'est la façon dont on a trouvé d'aller vers la perpétuité. Sans qu'elle devienne un piège, parce que ça fait partie justement de mes points de vigilance, puis je sais qu'on en a déjà un peu jasé. C'est quoi justement la perpétuité? D'un côté, c'est génial, de l'autre côté, on se dit mais on ne connaît pas le futur. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'on va toujours avoir besoin de se nourrir. Ça, c'est sûr. Alors là, on a un patrimoine, hein, la terre agricole, et si on fait bien notre travail, si on le maintient vivant, si l'écosystème des sols et l'écosystème environnant, la biodiversité est maintenue, on peut dire que ça peut durer très, très, très longtemps. Alors, perpétuité, c'est autre chose, mais quand même très, très, très longtemps. Donc, il y a même quelque chose d'un peu subversif en pensant perpétuité comme ça, parce que dans la loi, souvent, on parle de perpétuité, mais on limite. Alors qu'ici, il n'y a pas de raison de limiter. Il n'y a vraiment pas de raison de limiter. On peut se donner les moyens de propager cette aventure-là au-delà des 7 générations que les communautés autochtones nous recommandent toujours. Alors ça, c'est vraiment intéressant comme concept. Complètement. Et puis là, on passe de FUS parce que à FUSA, donc c'est ça que Protecterre. Puis je crois que tu étais là donc dès le début de l'aventure, vu que vous étiez déjà avec ta femme à Cadet-Roussel. D'ailleurs, quel est le nom de ta femme? On va lui... Catherine London. Exactement, on va la rendre présente là avec nous. Tout à fait. Donc c'est ça. Alors le FUSA, le fameux A, est-ce que tu peux nous en parler? Au départ, on parlait de fiducie foncière agricole. On parlait même de FFA. Okay. Mais quand on a décidé que la fiducie d'utilité sociale devait être intégrée et la distinguer des fiducies privées ou familiales qui peuvent être aussi des fiducies agricoles, on a dit on va avoir la fiducie d'utilité sociale agricole. Mais assez rapidement, on s'est aperçu que le concept d'agriculture, dans un esprit de pérennité et de bénéfice à la communauté et à l'environnement, devait aller plus loin. Et c'est là que le principe d'agroécologie s'est ajouté à la FUSA. Donc, pourquoi l'agroécologie et pourquoi pas plutôt l'agriculture biologique ou biodynamique ou la permaculture que tu connais bien? Parce que dans le concept d'agroécologie, comme nous on le voit et qu'il est souvent défini, on regroupe 3 éléments. L'élément environnemental, donc une agriculture qui est respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité. L'élément sociétal, donc une agriculture qui se soucie aussi de la culture locale et des gens qu'elle nourrit. Et l'élément économique. Économique au point de vue être équitable, soutenable et équitable et pour le producteur et pour les consommateurs. Et c'est là que le concept d'agroécologie est vraiment intéressant quand on l'adopte avec la fiducie d'utilité sociale, d'où le nom FUSA. En fait, j'ai envie de nous amener sur les frontières planétaires et les limites planétaires parce que souvent on parle de changement climatique. Les frontières planétaires, c'est une façon de regarder la planète et comment elle peut être... on peut continuer à faire que les vivants vivent. Et on en a 9, on en a 6 qui ont été dépassés. On a à l'intérieur les changements climatiques, mais on a aussi la biodiversité, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote et du phosphore, l'usage des sols, on est là, puis aussi les polluants chimiques. Puis on se rend compte que ces 6 qui ont été déjà dépassés, en fait, l'agriculture, c'est bien à l'intérieur. Et puis je me demandais justement à Protecterre, de ce que je comprends des FUSA, vu qu'il y a cette idée de pérennité d'un sol, on est quand même sur justement toute cette question de l'usage des sols. Et le côté agroécologique embrasse finalement les autres limites ou frontières planétaires qui ont un enjeu en agriculture. Est-ce que vous le regardez? Ça se passe comment? Il y en a conscience, il n'y en a pas conscience? Vous en parlez? Ce n'est pas les angles qu'on aborde durant les projets, mais c'est assez clair que les gens avec qui on s'associe, avec qui on collabore, ont une vision des systèmes alimentaires qui est différente
de ce qui se passe dans le système capitaliste néolibéral dans lequel on vit. Ces gens-là ont conscience qu'on utilise les ressources au-delà de ce qu'on devrait faire pour aller plus loin. Et je dirais que nous, on le voit, le modèle diffuseur comme faisant partie d'un ensemble de modèles et de structures à mettre en place pour aider à changer le système, à changer le paradigme. Paradigme qui, dans notre société capitaliste, est de dire pourquoi est-ce qu'on consomme tant. Moi, j'aime bien des principes comme la simplicité volontaire, la décroissance et tout ça, mais c'est encore des principes qui sont loin d'être adoptés par la population, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Puis je pense que les FUSA s'intègrent à cette idée-là, quand on parle de commun et tout ça, de vivre selon non seulement les limites planétaires, mais même au niveau individuel, au niveau communauté, de vivre de façon plus simple, de vivre de façon plus adaptée, disons, aux ressources et non seulement pour faire de l'argent. Je pense que ça joint aussi ce qu'on pourrait appeler le concept de qu'est-ce qui rend heureux dans une vie, le concept de bonheur. Est-ce que c'est faire de l'argent ou est-ce que c'est faire communauté? Dans ma tête à moi, puis je pense pour beaucoup de gens avec qui on travaille, c'est ce faire communauté-là qui est beaucoup plus important que l'enrichissement personnel. Alors, dans cette idée-là, je pense qu'on s'inscrit dans cette vision planétaire-là, mais d'une façon très, très locale, d'une façon très, très adaptée au contexte québécois. Comment ça se passe réellement, la création d'une FUSA? Qui sont ces personnes qui viennent vous contacter? Parce que Protectaire, finalement, vous accompagnez tout ce qui est pratique et mise en place de FUSA pour les collectifs ou les groupes ou les individus qui veulent le faire. Donc, qui vient? Et ensuite, c'est quoi les différents mécanismes selon, justement, qui s'adressent à vous, en fait? Disons qu'au départ, les premiers constituants, les premiers groupes qui ont voulu créer des FUSA, c'est venu des producteurs. Essentiellement, les précurseurs du bio au Québec, des gens comme Jean Roussel, mais comme Francine Pomerleau, comme Céline Poisson, comme plein d'autres qui ont dit, nous, on veut nourrir la terre et créer des aliments sains. Alors, eux, ils ont suivi dans cette idée-là que la terre est une ressource qu'on utilise et non pas qu'on s'accapare pour nous-mêmes. Alors ça, c'était les premiers et dans ces premiers utilisateurs du modèle, comme ils ne le faisaient pas pour s'enrichir personnellement, la plupart ont fait don de leur terre. Alors ça nous a facilité de faire les premières FUSA parce que les levées de fonds ont été beaucoup plus limitées. Avec le temps, le modèle s'est raffiné parce que justement, quand on parle d'utiliser une ressource au bénéfice de la communauté, bien là, la communauté peut y voir un outil pour répondre à ses besoins. Moi, je m'amuse souvent d'aller voir dans les régions, dans les MRC, le programme de développement de la zone agricole qui vient de cette MRC-là. Et on y retrouve des besoins en sécurité alimentaire, des besoins en insertion de personnes marginalisées ou de nouveaux arrivants. Et tout ça, ça peut être intégré au concept de la FUSA. Il y a évidemment de faire pousser des aliments et des choses comme ça, mais rien n'empêche d'utiliser cet endroit pour faire de l'éducation à la saine alimentation, pour faire de la recherche, pour faire des liens avec les communautés autochtones. C'est aussi ce que les communautés commencent à s'approprier. De dire, la FUSA, en fait, c'est les questions que nous, on leur pose. Mm-hmm. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Mm-hmm. À quels besoins vous voulez répondre? Pour qui vous le faites? À quelle échelle vous voulez répondre à ces besoins? Fait que c'est en posant des questions, en regroupant les citoyens. Au départ,
on parlait avec des agriculteurs, des producteurs, et parfois sans trop penser à qui mange, à qui manger. Maintenant, systématiquement, quand on se fait appeler, que ce soit par un producteur ou un citoyen ou quelqu'un d'une municipalité ou quoi que ce soit, on leur demande c'est qui le groupe qui soutient et non pas juste l'entité. Est-ce que vous êtes en lien avec, par exemple, les groupes en sécurité alimentaire? Est-ce que vous êtes en lien avec des groupes environnementaux? Est-ce qu'il y a des milieux naturels qu'il faut protéger aussi? Et c'est en regroupant ces différents acteurs-là que la FUSA peut vraiment répondre aux différents besoins de cette communauté-là. Et en fait, tu dis la FUSA, ça pourrait être même de multiples fiducies d'utilité sociale. Alors ça, c'est l'évolution qu'on voit avec le temps où le modèle s'adapte à chacune des communautés. Comment ça se passe très concrètement, ce passage au don de la terre, en fait? C'est un don que va faire l'agriculteur? Bien, c'est un don. Les premières FUSA ont été en bonne partie des dons. Maintenant, il y a parfois des dons partiels. Hein? On sait la valeur des terres agricoles. Et comme les propriétaires ont souvent des dettes, alors ils ne peuvent pas donner complètement. Donc, on fait une levée de fonds pour aider à acheter la terre, pour la mettre dans la FUSA. Le fait qu'on ait obtenu le statut d'organisme de bienfaisance nous permet maintenant d'aider dans ces levées de fonds-là, que ce soit en argent ou même on a reçu des actions récemment qu'on a converties pour l'acquisition d'une terre. Alors, ça peut venir de différentes sources. Avec différentes sources de financement, en fait. On peut aller demander des subventions, on peut espérer de l'argent qui vient de la municipalité, de la MRC ou des autres sources. On peut penser à des obligations communautaires qui sont une méthode intermédiaire d'aller chercher l'argent pour acquérir la terre et de repayer dans le temps, capital patient, etc. Donc, c'est souvent un montage financier qu'on entrevoit maintenant dès le départ, quand on commence à accompagner. Donc, je reviens, on pose des questions. Pour qui? Et avez-vous une terre? Ou est-ce qu'il va y avoir plusieurs terres? Dans quel but? Et c'est à ce moment-là, on a créé une feuille de route qu'on adapte à chacun des projets pour dire qui s'occupe de quoi. Est-ce que la communauté peut prendre en charge certaines des tâches associées? Sinon, nous, on le fait avec des collaborateurs parce qu'on ne connaît pas tout. On a maintenant une série de notaires, d'avocats avec qui on travaille, d'autres gens au niveau de la protection du territoire agricole, d'autres gens au niveau financement. Donc, on s'est entouré d'une équipe de collaborateurs qui nous permet de faciliter la création des FUSA. Donc, ça veut dire qu'en fait, n'importe quel particulier qui a une terre agricole, qui est intéressé à cette question de perpétuité, qui a quand même une petite crainte de perdre financièrement parce qu'il a beaucoup investi, on comprend que tout le monde n'est pas riche avec beaucoup de terres, peut venir vous voir sans aucun problème parce que finalement, il y a plein d'astuces et de leviers pour réfléchir à cette perpétuité et qui est comme une équité dans cet échange-là. C'est ça, Tout à fait. Tout à fait. On regarde les avenues et évidemment, avec cette personne-là, on crée ce groupe-là d'intérêt. On regarde autour de lui, dans le village, dans la communauté plus large, qui aimerait qu'on crée cette fiducie-là pour le bénéfice de la communauté et avec eux, on fait le projet finalement. On développe la mission qu'on va lui donner, l'usage, qui seront les fiduciaires et comment va opérer finalement cette fiducie-là. Et la question de l'héritage, parce que je me dis, vous devez être face à des agriculteurs qui ont des enfants. C'est une question qui se pose ou pas du tout? C'est une question qui revient souvent et parfois on n'a pas les réponses. Parce que essentiellement, quand l'héritage vient en question, c'est parce que les enfants ne sont pas intéressés à reprendre la terre. Eh oui. Alors ça, c'est le départ. Mais les parents veulent faire quand même un certain legs aux enfants. J'ai même eu un cas récemment où un des enfants voulait reprendre la terre et l'autre n'était pas intéressé du tout et la mère se demandait comment faire l'équilibre au niveau du transfert. Alors, c'est des questions à discuter et il faut, je pense, là aussi se remettre dans l'esprit que la valeur marchande actuelle des terres est
artificiellement gonflée. Hein? C'est une valeur spéculative. Donc, si on part avec cette valeur-là en tête, on fait fausse route. Okay. Oui. Hein? Souvent, moi, je vais demander aux gens quand ils ont acquis la terre et à quel prix, et on va faire une évolution selon l'indice du coût de la vie. Et on arrive au tiers du prix de la valeur marchande actuelle, par exemple, et parfois moins. Alors là, on change la perspective. On dit, quelle est la vraie valeur qu'on devrait lever pour même les héritiers? Alors, c'est ces discussions-là qui deviennent assez vite intéressantes et parfois qui vont faire prolonger un projet ou même faire échouer un projet, et dans d'autres cas, qui vont le faire avancer plus vite. Là. On est vraiment dans la mentalité du commun. On est vraiment dans la mentalité du commun, de revenir à enlever cette idée de valeur marchande de la terre pour en faire une ressource au bénéfice de la communauté. Et comment on crée entre guillemets, des fiduciaires? Parce que je me dis, c'est des gouvernances particulières, ils se rencontrent tous les combien? C'est quoi le... C'est déjà prévu dans notre Code civil. Mm-hmm. Le fiduciaire est ce qu'on appelle l'administrateur du bien d'autrui. Donc, la fiducie, les biens de la fiducie, la terre, les bâtiments et tout ça, ça ne leur appartient pas. En fait, de façon aussi très, très particulière, dans une fiducie d'utilité sociale, la terre n'appartient plus à personne. Elle n'appartient même pas à la fiducie. Elle est ce qu'on appelle un patrimoine d'affectation. Elle vit pour la mission qu'on lui a donnée. Ça aussi, c'est un peu subversif, on pourrait dire. Alors, les fiduciaires, ils sont là pour administrer et le Code civil dit qu'ils doivent être prudents, qu'ils doivent toujours réfléchir leurs décisions en fonction de l'affectation, de la mission qui est donnée à la fiducie. C'est des gestionnaire, au même titre que des gestionnaires d'un conseil d'administration d'un OBNL. Alors, sensiblement les mêmes fonctions, mais dans le cadre d'une fiducie où ils ont des coups des franges, dans le sens où ils n'ont pas à se référer nécessairement à la population, aux bénéficiaires et tout ça. Ils ont le droit de prendre toutes les décisions, mais dans le cadre de cette administration de biens d'autrui et de le perpétuer et à la limite, dans un cadre capitaliste, de le renchérir, de le faire augmenter sa valeur. Ici, la valeur est évidemment une valeur sociétale, donc c'est dans cet esprit-là aussi que les décisions doivent être prises. Comment on les choisit? Ça peut être par leurs compétences. On pourrait dire, il y a 7 fiduciaires, on en veut un qui connaît l'environnement, un qui connaît la terre, un qui connaît les finances, un qui connaît la communauté, un qui connaît la sécurité alimentaire. Et quand on va les remplacer, on va chercher ces mêmes compétences-là pour avoir une discussion qui est équilibrée. C'est une façon de faire. Et parfois, on va demander à des organismes de nommer les fiduciaires. Donc, dans la même optique, un organisme en sécurité alimentaire va nommer un fiduciaire, un organisme en protection environnementale va nommer un fiduciaire, le producteur va nommer un fiduciaire, etc. Et quand un fiduciaire part, on retourne voir ces organismes-là pour qu'ils en nomment un autre. Et si l'organisme disparaît, il transfère cette responsabilité à un autre organisme semblable. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut s'assurer, ou enfin, on espère que les fiduciaires vont continuer à s'impliquer pour ce bien commun, finalement. Ils se réunissent tous les combien? C'est à peu près une fois par an? Parce que de ce que je comprends, une fois que tout est mis en place, c'est juste être garant que tout se passe bien. En fait, effectivement, au départ, pour la mise en opération, surtout s'il n'y a pas un producteur qui est déjà là sur place, il faut trouver quelqu'un qui va utiliser la terre. Il faut définir les règles. Est-ce qu'on va y aller par location? Est-ce qu'on va y aller par bail amphithéotique? Est-ce qu'on va y aller par usufruit? Est-ce qu'on va y aller par propriété superficielle? Donc, il y a différents modèles pour ceux qui vont utiliser la terre. Mais dans tous les cas, une fois que cet aménagement-là est fait, les fiduciaires sont là pour veiller au grain, pour s'assurer que le tout fonctionne bien, que les règles agroécologiques sont maintenues et que si cette personne-là doit partir ou, dans certains cas, même a des problèmes financiers, ils sont là en support et ils s'assurent que la fiducie va continuer. Évidemment, si ces fiduciaires-là
voient d'autres besoins, ils peuvent vouloir augmenter le patrimoine de la fiducie, acquérir une autre terre, aider le producteur à avoir un autre bâtiment. Donc, ils peuvent jouer un rôle actif. Ce n'est pas obligatoire, mais ils peuvent jouer un rôle actif pour le développement de la fiducie dans le temps. Puis tu disais tantôt que, parce que c'est vraiment important, je pense, à le comprendre, c'est le fonds de terre qui est en fiducie, en FUSA, et donc les terres au-dessus, donc les bâtiments, peuvent appartenir à la personne qui va... Donc en fait, on peut avoir une partie privée sur un fonds de terre à perpétuité. Alors j'imagine qu'il y a un équilibre. Hein, l'équilibre, c'est que le propriétaire de la superficie, qu'on appelle tout ce qui est au-dessus de la terre, il doit respecter la mission de la fiducie. Ça, c'est la première donc le côté condition. Agroécologique, c'est obligatoire. S'il ne le fait pas, on peut demander qu'il soit remplacé. Et s'il veut revendre à quelqu'un, parce que c'est sa propriété, qui ne voudrait pas le faire, on peut y mettre un veto. On peut être le premier acheteur. La fiducie pourrait racheter la propriété superficielle et la transférer à quelqu'un d'autre. Ça devient un peu compliqué, mais disons que c'est des clauses qu'on peut mettre dans l'entente entre le producteur et la fiducie. Donc, ça peut devenir complexe, mais ça n'a pas besoin d'être complexe. Et les fiduciaires peuvent avoir pas mal de travail à faire, comme ils peuvent avoir à faire des vérifications. On demande souvent aux producteurs de nous donner ses bilans financiers pour s'assurer justement qu'ils opèrent, qu'ils n'est pas en difficulté, que ce ne sera pas la banque qui va venir nous voir par la suite. Alors, il y a une diligence à faire, mais c'est de l'administration, un peu comme n'importe quel conseil d'administration. Mais c'est marrant cette façon, parce qu'on peut cohabiter avec le privé, mais vu que la terre... Mais je trouve ça vraiment, c'est vraiment intéressant. Et puis, je me posais la question, justement, parce qu'actuellement, il y a combien de FUSA au Québec? Nous, on a travaillé sur une douzaine de FUSA. Okay. Il y a aussi l'UPA et Fonds d'Action qui ont créé la fiducie UPA Fonds d'Action, qui utilise le modèle de la fiducie d'utilité sociale un peu différemment que nous, on le fait, mais avec une optique d'accès à la terre aussi pour la relève agricole essentiellement. Alors, c'est là où on en est. On travaille sur une autre douzaine de projets en ce moment, un peu partout, parfois avec des producteurs, parfois avec des municipalités ou des MRC, parfois avec des groupes. Et on travaille aussi de plus en plus avec des acteurs au niveau de l'environnement. Parce qu'on sait que les deux sont intimement liés. Hein? D'ailleurs, la zone verte qu'on nomme ici au Québec de protection du territoire agricole, elle ne protège pas que le territoire agricole. Souvent, elle protège des milieux humides, des forêts et plein d'autres choses. Et si on veut conserver cette biodiversité-là, bien, il faut s'assurer que l'agriculture et la protection de l'environnement vont de pair. Donc, de plus en plus, on a des discussions, des collaborations avec des organismes de protection de l'environnement pour développer un modèle agroécologique qui soit favorable à l'environnement et un modèle environnemental qui soit favorable à l'agriculture. Ben justement, là, on rentre complètement dans la partie floraison. On en est où aujourd'hui? Parce que finalement, toutes ces questions un peu d'articulation, de droit, etc., finalement, quand il y a deux FUSA, ben, on s'essaye. Et quand on commence à grossir, c'est là où on peut rentrer dans des cadres de... Ben, si la personne ne convient pas, si elle est en difficulté financière, etc. Et j'imagine tout ça, vous êtes en train de le co-créer, en fait, complètement. Enfin... moi, je dis souvent qu'on est dans la troisième phase de développement de protecteurs. La première était le modèle, hein, le projet pilote avec Cadet-Roussel. La deuxième partie de 2010 à 2021-22 était de faire connaître le modèle et au réseau agricole, mais de façon plus large au système alimentaire, donc de se positionner pour qu'on sache c'est quoi une FUSA et tout ça. Là, on a pas mal atteint cet objectif et maintenant, on est dans une phase de développement pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce modèle-là.
outre nourrir les gens, tous ces autres besoins des communautés au niveau éducatif, au niveau recherche, au niveau biodiversité et tout ça, bien, on peut se servir du modèle de la fiducie d'utilité sociale et de la FUSA pour aller plus loin et enrichir nos communautés. C'est vraiment là qu'on est, puis ça, évidemment, ça nous prend des nouveaux outils. Des nouveaux outils financiers, mais aussi d'imaginer au niveau, avec des acteurs des systèmes alimentaires territoriaux, comment intégrer l'ensemble de ces acteurs-là. En fait, nous, on est intégrés là-dedans parce que nous, on est plus un outil qu'autre chose. Donc, comment s'intégrer avec ces acteurs-là pour que la FUSA devienne un outil, un levier pour changer les systèmes alimentaires. Oui, parce que c'est un levier fort. On n'a pas beaucoup de leviers juridiques, de véhicules juridiques qui viennent articuler un changement de paradigme en termes de système alimentaire. On a des techniques agricoles, on a de l'innovation sociale dans le sens comment on fait gouvernance, comment on met en pratique certaines façons de mobiliser l'intelligence collective ou autre. Mais un véhicule juridique, j'en vois très peu. La force de ce véhicule juridique-là, pour convaincre, par exemple, une municipalité ou même le gouvernement ou d'autres d'embarquer, c'est de dire, une fois qu'on a investi, qu'on a créé cette fiducie-là, il n'y a personne qui peut changer sa mission. Contrairement à un OBNL où l'Assemblée générale peut dire, bien, hier, on faisait telle chose, maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va faire différent, puis l'année prochaine, on va changer, et dans le temps, ça change, peut-être pour le bien. Mais au niveau de la fiducie d'utilité sociale, quand on décide que c'est pour nourrir la population de telle façon, évidemment, si on le met trop serré, on a la question. Mais disons que ça rassure les investisseurs, ça rassure les parties prenantes que ce qu'on crée là, ça va exister encore dans 15 ans, dans 25 ans, dans 50 ans, avec la même vision qui va évoluer, mais dans la même optique. C'est ça je pense, qui est assez fort avec la fiducie d'utilité sociale. Protecteur, depuis quelques années, s'implique. Alors, je sais qu'il y a eu. Vous êtes cofondateur de l'Alliance Salutaire. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Bien, écoute, l'Alliance Salutaire, c'est Équiterre qui essentiellement a invité des partenaires et on a embarqué dans l'aventure avec Vivre en ville, avec la Fédération de la relève agricole du Québec et avec la CAPé à l'époque, la défunte CAPé, qui a été maintenant remplacée par les fermiers et fermières de famille. Donc, on est 5 organismes qui collaborent pour réfléchir et essayer de poser des actions sur nos systèmes alimentaires, sur la production agricole et tout ça. Puis évidemment, on n'est pas tous exactement sur la même longueur d'onde, mais on arrive vraiment assez bien à faire des consensus pour prendre position vis-à-vis essentiellement des politiques de nos gouvernements, qu'ils soient au niveau provincial, municipal aussi, sur des décisions qui à notre avis, ne vont pas dans le sens de la préservation de la ressource. Parce que c'est là aussi que l'Alliance Salutaire se rejoint, c'est une question de préserver ce 2 % de terres agricoles au Québec pour notre garde-manger et l'avenir de l'alimentation ici au Québec. C'est un peu une forme de lobbyisme, c'est le regroupement de gros organismes qui sont... Tout à fait. Essentiellement, c'est un rôle de lobby envers les institutions, qu'elles soient politiques, gouvernementales ou même au niveau de groupes d'action, de pouvoir agir, de pouvoir influencer collectivement, solidairement. Nice. Puis là, récemment, vous êtes aussi dans un réseau de milieux humides, c'est ça? Ah, bien ça, c'est justement cette volonté de faire en sorte que l'agriculture soit compatible, en fait, qu'elle participe à améliorer l'environnement et inversement. Donc, au départ,
On a eu des discussions et des collaborations avec des groupes, comme Conservation de la Nature Canada, comme Nature Québec et tout ça, sur des projets particuliers. Et éventuellement, on s'est dit, pourquoi ne pas rejoindre le réseau des milieux naturels pour leur parler de notre modèle, aussi pour les écouter, pour voir comment ils fonctionnent et comment on peut vraiment collaborer ensemble et développer un modèle agricole, environnement là, qui fonctionne pour les deux. On a même obtenu un poste au CA du réseau des milieux naturels. Oui, Catherine Navarre. Qui est employée de Protecteur. Qui est notre directrice du développement. Alors ça, on est vraiment très heureux de ça parce que ça va nous permettre de tisser des liens, d'apprendre de ces milieux qui sont essentiels, en fait, pour l'agriculture. Et qu'on oublie souvent. En fait, c'est souvent la guerre entre les milieux agricoles à cause de toutes sortes de mauvaises raisons, surtout. Alors nous, on voudrait changer aussi ces choses-là en collaboration avec les milieux naturels. Parce que j'imagine il y a beaucoup de terres agricoles qui ont une partie forêt, il y a beaucoup de terres agricoles qui ont des milieux naturels. C'est ça. Et il y a beaucoup de milieux naturels protégés qui ont des parties qui étaient agricoles et dont les donateurs ont exigé qu'elles soient conservées en culture. Alors, c'est gagnant-gagnant, si on veut, pour les deux de collaborer ensemble. Et vu que de toute façon on perd nos terres agricoles, on veut que ces lieux de protection conservent leur partie agricole. Il y a quand même un besoin de... En fait, c'est faire cohabiter des usages. C'est de faire cohabiter des usages. Et d'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse sur une des fusas qu'on a créées qui s'appelle la FUSA Carbone Riverain, qui est essentiellement une fiducie qui prend des servitudes pour agrandir la bande riveraine pour protéger les milieux humides. Donc, elle prend des ententes avec des producteurs. Elle leur demande d'agrandir de 5 mètres la production et il les repaie avec des crédits carbone parce qu'ils plantent dessus. Alors, on voit que le modèle de la FUSA peut être adapté à différentes circonstances et dans ce cas-ci, pour mieux respecter l'environnement et sans que ce soit un tort pour l'agriculteur comme tel. Et oui, parce que c'est toujours essayer de trouver, parce que ce n'est pas les agriculteurs qui sont les plus riches de notre société en général. Donc l'idée, c'est pas qu'ils y perdent non plus. Et OK. Et puis, je sais que moi, je commence à me rendre compte que je pense que tu as beaucoup parlé de ça, sans doute, dans des conférences, mais en tout cas, dans mon milieu, dans mon monde, de plus en plus de MRC me parlent de faire des regroupements de FUSA. Comment tu vois ça? Parce que je me pose toujours la question du qui gouverne, du régionalisme, parce que si on s'étend et qu'on commence à faire des réseaux... Enfin, est-ce que tu as des points de vigilance, des choses? Tu vois ça comment? Je pense qu'on revient aux questions de base. On crée la FUSA pourquoi? Quels sont les besoins qu'on veut combler? Est-ce que ces besoins sont d'ordre très, très local ou est-ce qu'ils sont un peu plus larges, justement, d'ordre régional? S'ils sont d'ordre régional, il y a là une pertinence pour une FUSA régionale qui peut comprendre non seulement une terre, mais plusieurs terres, qui peuvent être à proximité des communautés. Donc, c'est toujours cette question-là, quels sont les besoins? Dans ce qui est très intéressant à travailler avec des municipalités et des MRC, c'est que généralement, ils connaissent bien leur territoire, ils connaissent bien les enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux agricoles, mais des enjeux aussi au niveau environnemental, des enjeux au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants, des enjeux au niveau revitalisation des communautés. Et là, la FUSA peut vraiment jouer des rôles. D'installer des jeunes producteurs près d'une communauté où il y a des déserts alimentaires, c'est tout à fait logique. Mais il peut y avoir plusieurs. Alors oui, je pense que pour nous, c'est une bonne nouvelle que les MRC et les municipalités s'intéressent au modèle parce qu'ils sont des acteurs de toute façon. Même à l'époque où c'était des producteurs qui le faisaient, on avait presque toujours des intervenants de la MRC qui venaient s'asseoir à la table pour discuter de la FUSA qu'on allait faire. Alors, il y avait une logique là-dedans et on trouve que c'est un beau développement.
Il y a beaucoup de municipalités ou de terres publiques qui ont été comme mises en FUSA ou pas? Ou on est... C'est encore embryonnaire. Il y a la ville de Boisbriand qui a décidé de créer sa propre FUSA et qui a créé un incubateur ou un motel agricole, cette FUSA. Donc, tout à fait une bonne idée. Il y a la MRC de Brome-Missisquoi qui a fait beaucoup de travail au niveau de l'accès à la terre avec une intention de créer une FUSA régionale. Le projet, je pense qu'il est en attente un peu en ce moment, mais il y a quand même cette intention-là. Il y a la MRC de Memphremagog qui crée une FUSA avec un ajout pour les paysages, parce que pour eux, garder le caractère oui, histoire paysagère est important pour attirer des gens au niveau de l'agrotourisme, ces choses-là. Donc, on est en train de finaliser une FUSA avec un volet paysager à la MRC de Memphremagog. Donc, l'intérêt se développe doucement. Dans d'autres cas, c'est des citoyens qui sont arrivés et qui ont intégré la municipalité. Ça se passe en ce moment près de Gaspé, où on a un projet qui est en train de se faire. Et alors, je pense que c'est normal que les acteurs municipaux, des acteurs, des organismes qui travaillent au niveau de l'alimentation ou à d'autres niveaux là, dans les municipalités, dans les villages, s'intéressent au modèle des FUSA pour les mettre à leurs mains pour leurs besoins. En fait, on rentre vraiment dans la notion de terroir qui joue sur une localité, la géographie, c'est quoi la saveur locale et même sur cette façon d'utiliser ce véhicule juridique, lui donner... C'est rassurant, puis on rentre aussi, on est encore dans la continuité des communs. On est en fait de plus en plus du côté des communs, parce que là, on se dit le foncier, il ne sert plus des intérêts privés ou même des intérêts publics, il sert à des intérêts vraiment communaux là, qui sont dans tout ça. Et là, on a un champ d'action qui peut prendre beaucoup d'ampleur si on se l'approprie. Ben justement, j'ai envie de passer à la 4e partie qui sont les récoltes. C'est quoi la suite? Puis je vois avec ton sourire que c'est quoi ton fantasme derrière tout ça? Tu vois aller où ce côté commun dont j'ai l'impression que ça te parle beaucoup? Tu le vois la suite comment en fait? Écoute, la suite pour nous, d'une certaine façon, c'est que ce modèle-là qu'on a créé soit approprié par les communautés elles-mêmes. À la limite que Protecteur ne soit plus utile. Oui. Ça serait merveilleux si on se l'appropriait comme on s'est approprié le modèle coopératif. Alors, mais évidemment, on n'en est pas rendu là, mais je pense que tranquillement, cette idée-là de démarchandiser la terre, et d'autres choses, hein, parce que la fiducie d'utilité sociale peut servir à toutes sortes de champs, hein, au niveau de l'habitation, entre autres, qui est un enjeu très, très important en ce moment. Donc, que les communautés se l'approprient et voient, justement, s'engagent envers ceux qui viennent après nous. Ce qui me désole beaucoup dans le monde actuel, c'est la pensée à court terme. Les gouvernements ne pensent que devant leur nez pour se faire élire, mais pour répondre à des besoins immédiats sans regarder à long terme. Souvent même à l'inverse. Ils savent qu'ils vont avoir des impacts négatifs à long terme, mais ils agissent dans l'immédiat pour sauver les meubles. Alors, la FUSA nous permet de regarder à long terme, de regarder vers où on s'en va, de penser à nos enfants, à nos petits-enfants, à la société du futur. Et c'est comme ça qu'on devrait l'envisager et c'est comme ça que moi, j'aime penser au FUSA. Si tu avais un conseil à donner à toute personne qui travaille, ou en tout cas des personnes qui travaillent en lien avec l'alimentation de A à Z, ou même des citoyens qui s'intéressent à cette question alimentaire, c'est quoi que tu te dis qu'il faudrait qu'on prenne en considération, que toi tu sais avec toute cette expérience, toute cette observation et dire « Hey, n'oubliez pas cette partie-là ». Il ne faut pas regarder les systèmes alimentaires pièce par pièce, premièrement. Hein. Il faut regarder, on parle de plus en plus de la terre à l'assiette ou des choses comme ça.
Alors, il faut vraiment regarder l'ensemble, mais il ne faut pas non plus le regarder en silo parce que le système alimentaire n'est qu'une des facettes de notre vie, hein, et toutes les autres facettes ont aussi leur importance. Donc, c'est une structure économique beaucoup plus large qu'il faut revoir pour se donner les moyens de mieux vivre en société. On ne peut pas installer une relève si on n'a pas un endroit pour le loger. Oui. On ne peut pas l'installer si on n'a pas les moyens de lui donner un salaire équitable et qu'il ait de la main-d'œuvre pour travailler, parce que c'est ça. Fait que ces enjeux-là ne sont pas séparés, puis on a souvent tendance à les séparer. On ne peut pas installer un système alimentaire sans penser à l'environnement. Et ça, c'est souvent ce qui fait défaut, et au niveau de nos gouvernements, mais aussi souvent à notre niveau, quand on pense à des choses, c'est qu'on essaie de résoudre un petit problème alors qu'il fait partie d'un ensemble de problèmes. Donc la pensée systémique à développer. La pensée systémique à développer et des idées de solidarité entre les différents organismes, entre les différentes idées. Et ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que c'est en train de se faire. Hein? Protectant n'est qu'un petit maillon, mais on le voit avec Fertile, évidemment, mais on le voit avec le Forum SAT, hein? Système alimentaire territorialisé, qui font beaucoup de travail pour réunir les gens. On le voit avec le réseau des fermiers de famille, on le voit avec des organismes comme la Transformerie, avec Boré, avec... ce sont tous des organismes qui essaient de faire leur petite part pour changer les systèmes alimentaires, mais qui tranquillement se réunissent pour travailler ensemble. Et c'est ça qui m'amène beaucoup d'espoir, cette dynamique qui, je l'espère, va créer comment on dit, un mouvement dont on ne pourra pas se sortir, donc qui va entraîner les autres, qui va entraîner le gros système dans sa foulée. Oui. Hein? Et je suis pas le seul à dire ça, en fait. C'est intéressant qu'on se pose la question. Je suis allé à Terra Madre, à Slow Food, à Turin l'an dernier. Et il y avait Miguel Altieri, qui est un des grands proponents de l'agroécologie partout dans le monde, qui réfléchit à ça depuis très longtemps. Et on se le disait, en Europe, l'agroécologie n'est pas un nouveau concept, mais maintenant, l'Union européenne se dit comment intégrer l'agroécologie dans nos politiques. Et lui, il disait, eh oui. il faut pas. Il faut que l'agroécologie prenne une voie parallèle et ensuite, ce sont les autres qui vont s'y accrocher parce que c'est la voie à suivre. Alors, c'est un peu comme ça que je le vois aussi. De dire, on va créer ce système et il va tellement être attirant que le reste des systèmes alimentaires vont devoir suivre. Peut-être un peu utopique, mais c'est comme ça que j'aime le voir. Bah écoute, en tout cas, je trouve que c'est parfait pour un mot de la fin et un espoir. J'ai quand même envie de te demander, est-ce que tu aurais un livre à recommander, une personne que tu penses qu'il faudrait qu'on invite, quelqu'un à aller lire ses articles scientifiques ou écouter? Ah, écoute, oui, j'aurais beaucoup de personnes à te recommander parce que c'est elle qui m'alimente aussi. Hein. En agroécologie, Alain Olivier et toute la nouvelle chaire en agroécologie qu'ils ont créée à l'Université Laval, c'est une inspiration. Au niveau des systèmes alimentaires, bien, j'ai nommé plusieurs organismes tantôt, mais moi, je le vois toujours, comme je l'ai mentionné, dans une optique de revenir à l'essentiel. Au niveau de la décroissance, Yves-Marie Abraham, j'ai suivi son cours sur la décroissance, ça m'a allumé des lumières. Je pense aussi j'ai relu récemment Small is Beautiful de Shoemaker qui m'a remis aussi à l'ordre pour dire la technologie, c'est beau, mais la technologie, c'est pas toujours le moyen de résoudre des systèmes. Il faut revenir à des systèmes qui sont simples, des systèmes qui sont adaptés localement. Tous les concepts de monnaie locale, ça va là-dedans. Alors, non, on a beaucoup de gens pour nous inspirer ici autour de nous, en économie sociale, au niveau des coopératives, au niveau de ces initiatives, au niveau des systèmes alimentaires.
Et puis, nous, dans notre petit monde des FUSA, des Jean Bédard, par exemple, à Sache-Terre, philosophe, sociologue qui crée, et autres comme ça, on est gâtés au niveau de mentors pour nous aider à continuer. Ben, merci beaucoup, Hubert, pour ce partage, puis cet accueil chez toi. Je vous invite à partager, à nous écrire si vous voulez, ou encore à vous abonner. À bientôt. Puis merci encore beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup.